bonjour à tous. Ça marche. Je m'appelle Séverin Legras, je suis consultant dans un cabinet qui s'appelle Rhapsody Conseil, je suis responsable de l'équipe en charge de la transformation agile. Et j'ai rencontré Maxime en septembre 2016, il va se présenter juste après. On va animer cette petite session de 40-45 minutes en binôme. On va essayer de vous raconter l'histoire de la transformation de son entreprise, qui s'appelle Oxalide, vers ce qu'on a appelé l'entreprise organique. Bonsoir, moi je suis Maxime Curjean, je suis le président, vous verrez que ça a évolué récemment, mais d'Oxalide, président fondateur. Une société que je dirige depuis 17 ans et on va voir un petit peu en quoi consiste le métier d'Oxalide. Alors, rapidement, je suis un tech à la base, je suis un ingénieur système et réseau, tout comme mon associé. Donc Oxalide, c'est une société qui est très tech. On travaille on est une société de service, on fait de la gestion d'infrastructures agiles. Donc on est très web, open source. Et on a depuis toujours un management quand même assez humain, assez proche de nos collaborateurs. Et ça a pour conséquence d'avoir un niveau d'engagement de nos collaborateurs assez élevé. On a évidemment beaucoup de jeunes parmi nous. Et la société est soumise à une croissance relativement importante depuis 2010 à peu près. Quand l'agilité a commencé à devenir à la mode, quand le DevOps a commencé à devenir à la mode, quand le cloud public a commencé à devenir à la mode. Cette croissance du chiffre d'affaires est forcément accompagnée d'une croissance du nombre de collaborateurs. Et dès 2016, on s'est rendu compte qu'il était important de formaliser nos valeurs. C'est un processus aujourd'hui qui est assez, je ne vais pas dire commun, mais en tout cas ça se fait. Parce que le nombre de personnes qui arrivaient chez nous, on avait besoin de défendre un peu plus activement notre identité pour créer une forme de cohésion à l'intérieur de la société. En gros, on embauchait en 2013, on a embauché 15 personnes, en 2014 on a embauché 30 personnes, on embauche entre 30 et 40 personnes depuis ce moment-là. Alors juste rapidement les valeurs, j'ai oublié d'en parler. Entraide, initiative, se responsabiliser et la transparence. Je ne vais pas dévoiler la fin de la 13, mais nos valeurs qui ont été définies dans un processus bottom-up et très très participatif, c'est-à-dire que ce n'est pas la direction qui est venue et qui a dit c'est ça les valeurs, ça a été fait dans un processus très fortement participatif. Nos valeurs ont été un vrai atout dans la transformation vers l'entreprise organique qu'on a eue. Vous connaissez peut-être la petite phrase qui dit que la culture mange de la stratégie pour le petit déjeuner. Je ne sais pas comment c'est en anglais exactement. Mais en tout cas, il y a un facteur qui nous a très largement aidé dans notre transformation. C'est notamment le pilier transparence, et le pilier se responsabiliser. Donc il y avait un facteur qui nous a beaucoup aidé, ce sont nos valeurs et qui sont réellement implantées à l'intérieur de l'entreprise. Alors, pourquoi à un moment on s'est dit qu'il fallait réfléchir et envisager notre organisation différemment au sein de Oxalide, et pourquoi on s'est dit que c'était un sujet important. Ce n'était pas un petit sujet, ce n'était pas un délire de Maxime Curjean, le président, mais c'était un sujet au contraire qu'il fallait traiter. Avec notre croissance, justement, on a vu un certain nombre de stigmates, de constats se développer, et donc notamment, on commençait à avoir des comportements en interne où on se regardait un peu trop le nombril par rapport aux besoins du client. Donc il y a certains livrables qui étaient plus liés à des enjeux internes qu'à véritablement des enjeux clients. On avait une vraie problématique autour de la scalabilité de notre organisation. Alors, quand vous avez une société comme ça qui grandit aussi vite, vous êtes forcément tenté, et vous le faites d'ailleurs, puisqu'on vous dit que c'est comme ça qu'il faut faire, de mettre en place du middle management, du reporting, les fonctions de support commencent à se développer, et justement à alimenter le premier constat que je vous disais, ça veut dire qu'on commence à
créer ce qu'on pourrait appeler du gaspillage. Donc on avait un vrai problème autour de la scalabilité de notre entreprise. Je vous disais qu'Oxalide évolue dans un milieu très technologique, le DevOps, le cloud. Non seulement donc, il y a cette problématique de croissance, donc une problématique on va dire quantitative, mais aussi on a une problématique qualitative. C'est-à-dire que notre métier, donc la gestion d'infrastructure, se fait révolutionner par donc le DevOps, donc l'automatisation. Nos méthodes de travail changent fortement. Et évidemment, ça a un impact sur les personnes qui doivent gérer ce changement. Il y a aussi un autre phénomène, c'est la diffusion de la connaissance. Ça veut dire que nos clients avant on avait une relation adulte-enfant avec nos clients, on leur expliquait ce qu'il fallait faire et puis ils le faisaient et point barre. La diffusion de la connaissance fait que maintenant nos clients veulent avoir une relation de pair à pair, veulent travailler avec nous et prendre part au choix. On commençait justement à voir aussi ce changement de relation avec les clients, à brouiller un petit peu l'apport de valeur qu'on pouvait avoir avec les clients. Puisque certains clients avaient des niveaux de maturité différents justement par rapport au DevOps, par rapport à leur propre transformation digitale. Il y avait des clients qui cherchaient toujours une relation entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire adulte-enfant, et puis des clients qui étaient plutôt à la recherche d'une vraie relation entre guillemets DevOps, c'est-à-dire de pair à pair, dans le try, learn, fail, ou fail, learn, et c'était assez compliqué pour nos équipes à gérer cette forme de schizophrénie quand ils changeaient de client. Donc en fait, un ensemble de constats nous a emmenés vers remettre en cause notre organisation. Alors c'était quoi les objectifs les drivers de cette transformation? Évidemment, en premier lieu, augmenter la satisfaction client. Souvent, quand vous avez des croissances relativement importantes comme ça dans la société de service, vous avez une problématique de au moins maintenir votre satisfaction client, si ce n'est augmenter. Donc le premier driver, c'est la satisfaction client. Deuxième driver, j'en ai parlé, c'est la scalabilité de l'organisation. On voyait bien qu'on arrivait à des limites humaines et matérielles. Notre agilité, donc notre capacité à rapidement vous adapter à des stimuli externes, à rapidement saisir des opportunités. Et évidemment, tout ça avec des objectifs d'efficience. Ça veut dire que, tout à l'heure, je parlais de la mise en place de middle management et de fonctions support. Je voyais déjà arriver des couches de coûts très importantes liées justement au développement de ces deux éléments. Donc, comment continuer notre croissance, continuer à être agile et donc à satisfaire nos clients, tout en ne faisant pas exploser nos coûts internes. Alors, j'ai fait une rencontre qui a vraiment changé la perception des choses et qui a été très très importante pour moi pendant un soir d'insomnie. J'ai vu la vidéo de Frédéric Laloux, je crois, sur Reinventing Organization. Il y a une petite vidéo qui fait 1h30, 2h, je crois, sur YouTube. J'ai été passionné par cette vidéo. Je me suis tout de suite commandé le bouquin sur Amazon, que j'ai dévoré. Je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, on a essayé de s'inspirer de ce qui est décrit dans ce bouquin, dans ce nombre de concepts. Et en parallèle, effectivement, j'ai rencontré Séverin qui nous a également aidés. Donc, il y avait un vrai parti pris, une vraie conviction chez moi autour j'ai envie de dire, l'intelligence collective, la co-construction, faire confiance aux gens et qu'on ne pouvait plus continuer à faire croître Oxalide ni à gérer les changements qu'on devait gérer dans une organisation classique, hiérarchique, taylorienne. Il fallait absolument qu'on change ce fondamental-là. Donc les principes, on a élaboré un certain nombre de principes d'organisation. Alors là, c'était déjà avec l'aide de Séverin.
Donc le premier principe, c'est qu'il y aura un focus sur la satisfaction client. Un principe autour de la transition aussi managériale. Ça veut dire qu'on ne voulait plus avoir des managers qui étaient en contrôle, mais au contraire des leaders qui allaient aider leurs équipes à atteindre leurs objectifs. Un troisième principe très très important, ce sont les équipes auto-organisées, donc forcément pluridisciplinaires, avec un niveau de liberté et donc forcément de responsabilité assez important, qui allait leur permettre de faire finalement ce qu'elles voulaient faire pour atteindre les objectifs dans le cadre d'une vision partagée. Et on voulait évidemment contrebalancer ça, ou en tout cas éviter des phénomènes de dispersion avec des mécanismes de transversalité et de partage à l'intérieur de l'entreprise. Donc on a posé ces principes parce qu'on pensait qu'ils étaient importants pour la suite de la transformation. Alors, rapidement, sur le how, en tant qu'entrepreneur, évidemment, on côtoie d'autres entrepreneurs, et la solution standard qu'on vous souffle quand vous êtes entrepreneur, c'est tu devrais te constituer un board avec des super cerveaux et tu devrais embaucher un directeur général qui a fait X ou un ex-directeur d'une très grosse boîte et tu vas voir, il va te faire le truc merveilleusement bien. Alors forcément, cette vision, on va dire, d'embaucher un très gros cerveau qui arriverait à régler les problèmes que mon propre cerveau n'arrive pas à gérer, ne m'allait pas tout à fait. Donc c'est plutôt une solution qu'on a mis de côté, tout simplement parce qu'on s'est dit que de toute façon, faire ça, ce n'est que déplacer la limite, repousser la limite de peut-être quelques millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros de CA supplémentaires, quelques centaines de collaborateurs supplémentaires, et on serait encore amené à trouver un autre cerveau capable de gérer la suite. En plus, ça n'arrangeait pas nos problèmes d'efficience. Donc, j'avais aussi un autre risque, c'était le désalignement en termes de culture. Quand vous implantez quelqu'un comme ça tout en haut de la pyramide, le risque de désalignement culturel est très très important et ça peut créer des dégâts assez durs pour votre entreprise. Donc la solution qu'on a imaginée avec Maxime, c'est effectivement de s'inspirer un petit peu de ses lectures, de notre culture à nous aussi, et de mettre en place une approche beaucoup plus collaborative, beaucoup plus centrée sur l'humain aussi, sur la satisfaction collaborateur, en plus de la satisfaction client, l'une étant un déclinant de l'autre. Donc via une approche systémique autour de l'entreprise, on a essayé d'identifier quels allaient être les différents modes d'organisation qu'on allait pouvoir mettre en œuvre, qui allaient respecter les différents principes qu'on a vus précédemment. L'approche qu'on a eue, c'était, on s'est beaucoup inspiré, vous l'avez vu aussi dans la presse de Start with Why, l'idée c'était de savoir un petit peu de quoi, qu'est-ce qui allait être les drivers fondamentaux de la transformation d'Oxalide. Ensuite on s'est projeté sur un futur désiré, qu'est-ce qu'on va observer demain, une fois que la transformation sera terminée, et comment est-ce qu'on peut accrocher finalement à ces propriétés observables derrière un modèle, des actions, une mise en œuvre qui allait pouvoir remplir finalement ces propriétés. Tous ces travaux-là ont été faits dans des ateliers préparatoires avec deux directeurs et Maxime. Et l'idée, c'est qu'on n'est pas parti sur un modèle d'organisation qui est la manière traditionnelle de gérer le changement quand on travaille dans l'organisation, mais plutôt on a co-construit de manière itérative et incrémentale quelque chose qui allait en fait se nourrir des expérimentations qu'on allait pouvoir faire à chaque nouvelle itération. Donc on a construit des saisons de mise en œuvre de cette organisation qui allait sur un timing autour de 6 semaines, et on a aussi travaillé sur une partie de l'équipe. Il y a à peu près 100 collaborateurs chez Oxalide. On a traité entre 40 et 50 dans la première grosse itération. Et on a bien communiqué sur le fait que ce qui apparaît ici comme un modèle n'est en fait pas un modèle,
que nous n'avons pas la réponse à toutes les questions qui peuvent se poser. Et que du coup, pour l'instant, on était plutôt dans un mode autour de l'expérimentation, et que cette expérimentation allait nous faire grandir et nous faire découvrir quelle était finalement la cible qu'on allait mettre en œuvre, orientée sur ces principes et ces drivers. Alors, juste pour compléter sur le slide précédent, je dois dire que nos collaborateurs n'ont pas non plus forcément l'habitude de leur dire qu'on va co-construire avec eux. Et donc, sur certains collaborateurs, attention pas tous, ça a pu être anxiogène, puisque du coup, ils ont plutôt l'habitude d'avoir un chemin tracé, une target, qui va se passer ça, 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 ça et ça, et on va vous emmener à tel endroit. Là, quand on leur demande de participer à la construction, évidemment, c'est très très puissant en termes de change management, en termes de mobilisation des collaborateurs, mais en fait, sur certains, ça peut être un petit peu anxiogène. Alors, là, mes collègues entrepreneurs ne disent pas que n'importe quoi. Quand il s'agit de transformation d'une entreprise, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut se donner les moyens. On n'a pas fait l'erreur de gérer cette transformation avec le dos de la cuillère. On s'est bien rendu compte que cette transformation, c'était quelque chose qui était important pour Oxalate, et que si on voulait la réussir, il fallait quand même mettre quelques moyens. Surtout dans une petite entreprise comme la nôtre, on n'a que 100 collaborateurs, c'est toujours business first. Donc quand il y a un client qui demande quelque chose, c'est toujours business first, et du coup, vos projets de transformation, ils sont souvent ralentis ou mis de côté, et ça a un impact souvent assez négatif sur les projets de transformation. Là, on s'est dit, on va aller chercher des moyens à l'extérieur, donc effectivement Rhapsody Conseil, avec Séverin et avec aussi des chefs de projet. On va aussi imprimer une forme d'intérêt important de la part du comité de direction avec un sponsorship au niveau du CODIR. Donc le sponsorship, vous l'avez vu au début de la presse. Moi, j'ai vraiment été très fortement touché par ces nouvelles formes, on va dire, de management. J'ai été convaincu que c'était ce qu'il fallait qu'on fasse à Oxalate, et je l'ai clairement exprimé auprès non seulement de mon comité de direction, mais de l'ensemble de la société. Que c'était à travers le collectif et la co-construction qu'on allait arriver à adresser les challenges qu'on avait à adresser. Alors, le what. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Comme je vous le disais tout à l'heure, on a commencé dans une équipe un peu resserrée à identifier en fonction des drivers, en fonction des propriétés observables qu'on voulait sur la cible. On a élaboré différents scénarios. Et puis on a commencé à faire des crash tests sur ces différents scénarios. On a parlé à certains éléments de l'organisation, on a été voir des managers, on a expliqué un petit peu ce modèle-là. Et puis à un moment donné, on s'est lancé. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, c'était la conviction de Maxime. Le CODIR n'était pas encore dans cette démarche, dans cette dynamique. Et l'idée, c'était aussi, avec ces crash tests, d'avoir des éléments pour embarquer le CODIR avec nous, montrer que oui, c'était bien la bonne direction et que ça allait fonctionner. Donc on a fait des ateliers de préparation. Ensuite, on a enchaîné sur tout un tas d'ateliers particuliers. Donc on a démarré par une communication globale que Maxime a fait à l'ensemble des employés. On a travaillé ensuite sur, on appelle les trios, vous voyez précédemment, là on a organisé les équipes en business unit, et à la tête de ces business units, il y a 3 profils importants qui sont l'ingénieur commercial, donc le commercial qui va chercher les nouveaux comptes, l'account manager, celui qui gère les comptes qui sont déjà ouverts, et puis le leader de l'équipe, donc celui qui gère les DevOps, donc les gens qui produisent. Et donc on a considéré que cette population-là des trios était la population fondamentale pour garantir une transformation qui fonctionne. Donc on a travaillé directement avec eux au démarrage, notamment dans la constitution des trios, on le verra juste après. Et puis ensuite, progressivement, on a élargi la communication au fur et à mesure. On va dérouler tout ça dans les slides qui vont suivre. On a pris en fait les trios, donc on a créé 4 business units, donc 4 trios, 12 personnes.
On les a regroupés une journée entière au vert. On a démarré la journée par une explication par le comité de direction, Maxime et son codir, des différents principes d'organisation qu'on vous a montré tout à l'heure, questions-réponses, voilà. Ensuite, on a progressivement resserré le nombre de personnes présentes dans cet atelier qu'on a co-animé avec un de mes collègues. Au début, on a gardé avec nous notamment les gens du marketing, de la communication, des avant-ventes, pour travailler vraiment sur la connaissance client et s'assurer qu'il y avait une bonne connaissance de la segmentation client, puisqu'on a fait le choix d'orienter les business units en phase de segment client. Il était important que tous ces éléments-là soient clarifiés avant la fin de la journée, puisque l'objectif de cette journée était que les trios s'auto-constituent, c'est-à-dire qu'on remplisse finalement les cases en haut de chaque business unit avec des trios. Pour faire ça, du coup, on a fait des ateliers sur la partie Know Your Customer et surtout, on a identifié quels étaient les critères de choix qui allaient faire que les trios allaient bien fonctionner à l'avenir. Donc les critères de choix, il y en avait plusieurs. Il y avait notamment les affinités entre les différentes personnes du trio, les compétences, donc la connaissance du client, la connaissance des secteurs, et puis la motivation. Parce qu'on peut être très compétent, par exemple, dans le secteur bancaire, et être un petit peu fatigué de mettre un costume cravate tous les jours, et vouloir changer. Ça, c'est un vrai verbatim, hein, on l'a eu dans la journée. Donc là, on vous montre quelques photos de cette journée-là. On a fait aussi quelques petits ateliers ludiques pour donner un petit peu d'énergie à tout le monde. Ici, on a utilisé le Value Proposition Canvas pour travailler sur la connaissance client. Et puis, à la fin de la journée, une fois qu'on avait eu, je remonte précédemment, on a utilisé Disc pour travailler sur les relations interpersonnelles. C'est un modèle qui permet de savoir un petit peu la complémentarité des personnes. Et on a demandé, nous les coachs qui animions cette journée, à la fin de la journée, il n'y avait plus que les 12 personnes qui représentaient les trios. On les a demandé de se positionner finalement dans chacune des business units, et nous on est sortis. On est revenu au bout d'un quart d'heure, il y avait à peu près la moitié des cases qui étaient remplies. On a facilité un petit peu la fin de l'atelier, et une demi-heure plus tard, on avait bien les 4 trios qui étaient répartis, et c'était leur choix. Nous, on n'avait rien imposé, le codir n'était même pas présent. Et Maxime, tu peux témoigner, les résultats qui sont sortis étaient parfois un peu surprenants. Moi qui étais présent dans les discussions, on a pu voir effectivement, tiens, par rapport au disque, moi je suis plutôt rouge, lui il est bleu, donc je vais plutôt mettre avec lui, même si on l'aurait plutôt vu dans tel ou tel business unit. Quand vous êtes dirigeant et surtout quand vous êtes fondateur, en fait, vous ne vous rendez pas du tout compte de l'impact que vous avez vis-à-vis de vos collaborateurs en termes d'influence. Et en fait, dans ce genre d'atelier, si j'avais été là, les résultats n'auraient pas du tout été pareils. Les langues sont liées, les gens ne s'expriment pas de la même manière, alors que là, il y a un niveau de liberté. Donc c'est pour ça qu'on a pris soin de nous retirer, en fait, dès la moitié de la matinée. On est parti pour laisser Séverin et son camarade continuer l'animation. Ensuite, on a demandé, en sortant de cet atelier-là, donc on avait constitué les trios qui allaient être à la tête de chacune des business units. On a demandé à chacun de ces trios de préparer un pitch pour aller, entre guillemets, vendre sa BU aux collaborateurs, puisque notre intention était évidemment de donner le droit à chaque collaborateur de choisir la BU dans laquelle il avait envie d'aller travailler. Donc on leur a demandé de préparer des pitchs. On a donné ensuite une semaine en posant des tableaux avec les différents aux collaborateurs pour se positionner. Et puis on avait prévu des ateliers d'ajustement. Avant ça, on avait fait des BBL le midi, donc des réunions entre midi et 2, pour que les trios des BU puissent présenter à tous ceux qui voulaient le pitch de leur BU, voilà, quels sont les clients, quelles sont les difficultés, quelles sont les ambitions, sur quoi on veut investir, etc. En termes de communication, globalement sur le projet, on avait 3 piliers. Il y a le buffet de la com, qui est un événement chez nous qui a lieu une fois par mois, où toute la boîte est invitée. Et il y a un pitch de plusieurs, mais en gros on a 45 minutes de présentation, et ensuite on mange tous ensemble et
on peut en discuter. Donc ça c'est le buffet de la com. Et en fait les pitch My BU ont été faits pendant le buffet de la com, donc c'était très rigolo de voir les trios se succéder et faire la pub de leur BU, de leur segment, pourquoi il faut venir chez moi. Donc ils se disent des vendeurs internes, ça a dégagé une énergie folle à ce moment-là. Les BBL, donc des événements donc, qui sont auto-organisés par les trios pour cela. Et en interne, on a Confluence, donc une sorte de CMS interne, où là aussi ça a pu drainer un certain nombre de questions. Alors, on a affiché du coup, pendant le buffet de la com la règle du jeu. La règle du jeu, c'est que voilà, vous avez une semaine pour vous exprimer. S'il n'y a plus de place dans les BU, on peut s'y mettre quand même, parce qu'il n'y a pas de limite de capacité, il n'y a pas de règle first in, enfin premier arrivé, premier servi. On pourra faire des ajustements. Tout le monde peut se positionner librement dans sa BU, mais elle peut poser sa photo qu'une seule fois. Donc on avait organisé ça vraiment avec des panneaux, avec les photos de chaque personne qui était dans les paniers autour des panneaux. Et on laissait la semaine pour librement se positionner, discuter, échanger, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait prévu potentiellement qu'il y allait y avoir tout le monde qui allait se ruer sur telle ou telle BU qui est plus attractive ou sur un marché plus porteur, etc. Et au final, le résultat qu'on a obtenu, c'était à une personne près, c'était très équilibré en fait par rapport aux besoins. Évidemment, on avait demandé avant au trio d'anticiper le besoin en DevOps à l'intérieur de leurs équipes, en fonction du chiffre d'affaires, en fonction du volume d'activité. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est qu'il n'y a eu aucun arbitrage qui a été fait par le CODIR à la fin de cet atelier-là. Tout le monde s'est retrouvé à l'endroit où il s'était positionné. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Alors le lancement, parce que jusqu'à présent, en fait, ça a été des ateliers de co-construction, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réalité opérationnelle sur la manière dont était organisée l'entreprise. Donc, avant de lancer réellement les choses, qu'est-ce qu'on avait? Donc, on avait les trios qui étaient définis, ils savaient sur quel segment de marché ils allaient positionner et travailler. On est arrivé à affecter tous les DevOps à des BU, donc finalement à leur trio. On est arrivé évidemment à également affecter tous les clients à des BU. Et donc tout ça pour le moment, c'était d'une certaine manière théorique, il fallait le rendre vivant et passer en go live. C'est moi. Donc, pour le live, justement, on s'est dit qu'il fallait vraiment marquer le coup. Donc on a, sur une semaine, en fait sur 4 jours, parce qu'on avait 4 BU, on a réuni chacune des business units en présentiel, une journée complète, continuellement. On avait comme objectif de à la fois connaître la BU, c'est-à-dire qui sont nos clients, quel marché on adresse, quel chiffre d'affaires on vise, etc. Et de manière très transparente, là d'un point de vue de l'information, puisqu'on avait les projections chiffrées qui étaient présentées par les trios, qui avaient un créneau pour ça. Et puis, ce qui était essentiel aussi, puisqu'on a vraiment rebattu les cartes à l'intérieur de l'entreprise, c'était de faire en sorte que les gens se connaissent et qu'ils forment une équipe. Donc pour ça, on a utilisé quelques ateliers comme Personal Maps de Management 3.0 pour partager un petit peu plus sur les individus. Et à la fin de la journée, on a demandé à chacune des équipes de fabriquer son logo et un slogan. On a ensuite on a envoyé ça à un illustrateur qui les a construits. Et aujourd'hui, ils sont à une couleur aussi pour chacune des équipes. Et aujourd'hui, on a des grands panneaux derrière les open space de chacune des équipes avec ces logos-là. On ne vous a pas montré ici parce qu'ils nous ont demandé de les garder pour eux. C'est quelque chose qu'ils veulent garder vraiment au niveau de l'équipe. C'est très ludique comme atelier et c'est très intéressant. Donc à la fin de cette journée-là, on avait des gens qui étaient embarqués dans cette transformation et il fallait aussi qu'on transforme ça par des actes concrets. Donc un des premiers, ah oui, je voulais revenir là-dessus, la vision globale de ce qu'est une entreprise organique. Donc on n'a jamais utilisé le mot entreprise libérée, on ne met pas trop ce mot-là. On est plutôt sur une entreprise organique qui est vivante, qui se développe. Et vous retrouvez ici également une facilitation graphique qui permet de reprendre un petit peu tous les éléments. Ça sera dans la présentation qu'on vous communique.
Donc le premier élément fondamental qu'on a mis en place, c'est dès le lendemain de cette semaine de séminaire, c'est de réaménager les locaux pour faire en sorte que physiquement, les équipes soient centralisées au même endroit. Alors c'était un gros changement culturel, notamment pour certaines populations, Maxime. Tout à fait, ouais. Oui, alors à Oxalide, il y a eu un impact, on verra dans les feedbacks des équipes. Mais du coup, les équipes sont des équipes pluridisciplinaires. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, les forces commerciales sont intégrées dans les forces de production. Et donc du coup, il y avait un plateau commercial qui a été disloqué d'une certaine manière à l'intérieur des business units. Et c'est vrai que ça a été une des difficultés à gérer, puisque les populations commerciales ont plus subi ce déplacement, puisqu'ils se sentaient beaucoup plus membres de l'équipe commerciale que membre finalement d'une BU ou d'une team avec de la production à l'intérieur. Alors le PNL. On ne peut pas parler de liberté sans parler de responsabilité. Et dans une entreprise, ça passe beaucoup à travers le business plan, le profit and loss, donc qu'est-ce qu'on dépense et qu'est-ce qu'on gagne. C'est un élément qui est indispensable, à la fois pour l'aide à la décision des personnes qui vont devoir prendre des décisions, parce qu'elles ont besoin de savoir, d'un point de vue financier, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, et de responsabilisation aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir se projeter et en même temps, quand ça marche c'est bien, quand ça ne marche pas, il faut refaire un peu les choses. Donc on a eu un gros sujet autour du PNL. Et pourquoi c'était un gros sujet? Oxalide, c'est une boîte de 100 collaborateurs qui a la maturité financière qu'elle a. On a la chance de ne pas avoir d'actionnaires financiers, donc d'investisseurs, donc on était complètement autonome d'un point de vue financement. Et on avait un niveau de maturité en termes de production de reporting financier et de système d'information financier qui a dû très fortement évoluer pour mettre tout le monde d'accord sur les chiffres, calculer ces chiffres facilement et les partager, les faire circuler. Donc ça a été un gros chantier, et parmi les retours d'expérience, si c'était à refaire, le premier truc qu'il faut checker avant d'aller dans ce genre de projet, c'est de savoir est-ce que ma DAF va être capable d'alimenter en chiffres, avec une certaine forme de crédibilité, évidemment, on verra ça tout à l'heure, les responsables des BU et les ventes des BU de manière générale. Alors, ce PNL, quand on a commencé à travailler dessus, donc très tôt, c'est-à-dire quand les trios ont été définis, on leur a dit, les gars, vous devez faire le pitch MyBU, donc vous allez devoir aller chercher les collaborateurs pour qu'ils viennent travailler, entre guillemets, dans votre BU, mais il y a aussi le pendant PNL, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'aller chercher 25 gars dans la prod d'Oxalide, alors que votre business ne peut payer que 10 gars. Donc ils ont été très sensibilisés là-dessus. Et donc en fait, ça leur a permis ça nous a permis de les sensibiliser, de les faire monter en compétences sur la rentabilité, tel client, est-ce que d'une certaine manière il vaut la peine ou pas, tel produit, est-ce qu'il est rentable ou est-ce qu'il n'est pas rentable. Et en fait, faire diffuser l'information a été extrêmement valuable pour Oxalide, puisque les managers, et je l'espère le plus rapidement, même les DevOps qui travaillent chez nous, seront sensibilisés à ces éléments-là. On avait besoin aussi de donner de la confiance aux trios sur leurs objectifs. Donc avant, vous savez comment ça marche, c'est le directeur commercial qui arrive, qui dit bon bah l'objectif cette année c'est ça, et il faut le faire. Là, à partir du moment où on leur a donné les cartes du jeu en fait, sur la partie PNL, on avait évidemment des plans sur la partie financière et sur la croissance d'Oxalide, mais il a fallu quand même aller chercher beaucoup plus d'adhésion que ce qu'on aurait pu faire dans une organisation classique. Et donc il a fallu donner de la confiance sur la crédibilité de ces chiffres et sur la capacité à atteindre les objectifs. Et là encore, en tant qu'entrepreneur, souvent on a un niveau d'optimisme et d'enthousiasme relativement important par rapport au business. C'est-à-dire qu'on a confiance, on y va, on se lance, on croit en la croissance.
Et en fait, notre mindset, mon mindset, c'est un mindset de ce type-là. Et quand on donne les rênes au trio, en DBU, quand on délègue ça, en fait, on sous-estime, d'une certaine manière, que nous, on est très enthousiastes, et qu'eux ont moins l'habitude d'être enthousiastes, surtout quand ils voient les chiffres pour de vrai, et qu'ils se rendent compte que, ah oui, les montants, quand même, ils sont pas neutres, il ne faut pas se planter. Donc il a fallu qu'on invente des systèmes, des marchepieds, pour leur donner plus de confiance, notamment sur le recrutement d'une société de service. Donc notre croissance de chiffre d'affaires est évidemment liée à la croissance de nos collaborateurs, du nombre de collaborateurs. Donc il a fallu leur donner un peu de confiance sur ces éléments-là. Alors, juste dernier truc, donc ça c'est sur l'alignement, donc sur le PNL, c'était quoi les principes? Il ne s'agissait pas de prendre le business plan, le budget d'Oxide et de le couper en 4 parce qu'on avait 4 BU, mais de mettre dans le PNL des BU uniquement les éléments sur lesquels les BU ont un impact, c'est-à-dire sur lesquels ils vont pouvoir prendre des décisions et seront responsables de ces décisions. Donc on ne met à l'intérieur de leur PNL que ce qu'ils veulent en fait, ce qui va évidemment déclencher des discussions sur « ah mais ça je ne veux pas le payer, j'en veux pas comment on compte, quels objectifs, j'ai un petit peu parlé des problématiques d'objectifs. Alors, pilotage et suivi. Une fois qu'on s'est réorganisé, les clients sont réaffectés, on a déménagé, voilà, on a mis en place un petit peu des rituels de suivi, en sachant que là aussi, il y a eu beaucoup d'auto-organisation. C'est-à-dire que les trios, notamment entre eux, se sont beaucoup aidés. Aujourd'hui, on a une fréquence trimestrielle sur une réunion un peu formelle de suivi sur donc le reporting au niveau des indicateurs, notamment au niveau des indicateurs financiers, on verra tout à l'heure un petit peu les indicateurs. La MDPR est en action. Les expressions de besoin. Alors là, il y a aussi un impact, on le verra dans les témoignages des fonctions support. Mais il y a un rapport, il y a une relation entre les BU et les fonctions support qui est extrêmement saine et qui a créé un niveau de collaboration dont on ne rêvait même pas avant. C'est-à-dire que maintenant les BU vont aller vraiment chercher chez les RH, à la DAF, au marketing. On a une direction qui s'appelle Direction Innovation et Services, qui est plutôt le marketing produit et services. Et donc on a des gens au niveau des BU qui sont très très actifs sur ces sujets, alors qu'avant il fallait les tirer. On change complètement le rapport. Alors la question on est à la fin. Ok. Alors, on a oublié de le dire, je crois. Donc là ils font des expressions de besoin par rapport à ces sujets-là. Un peu plus formellement, évidemment, ils ont le droit de faire ça au fil de l'eau entre ces réunions, hein, mais là c'est un peu plus formel. Il y a aussi tout ce qui est expression de besoin et changement extra-BU. Donc notamment, évidemment, ils ont le droit, ils ont même le devoir de prendre les décisions à l'intérieur de leur BU, ce qui impacte leur BU, leurs ressources. Mais par contre, des fois, voilà, ils veulent embaucher, par exemple, il y a une BU qui veut embaucher des ressources RH en interne, c'est-à-dire des chasseurs, par exemple, des recruteurs dans leur propre BU. Et donc là, c'est des questions qui sont soumises un peu plus vastement. Et ensuite, un peu de coaching, d'aide à la décision, puisque ce rituel de suivi, en fait, est fait avec l'ensemble du CODIR, les managers aussi côté fonction support, et ils viennent nous demander tout simplement en disant voilà, on a tel problème, on ne sait pas trop comment faire, est-ce qu'il y en a un de vous qui voudrait Alors voilà, la gouvernance, on a défini un indicateur qui s'appelle santé BU, et ça c'est des indicateurs qui sont passés, donc le CA réalisé en 1-1, la marge opérationnelle, la satisfaction client, ça rejoint un petit peu nos objectifs. Ça c'est un petit exemple, j'ai enlevé l'essentiel des chiffres, pas tous, mais du reporting financier et des analyses d'écart qu'on peut avoir. Donc là on a vraiment des gens qui avant n'avaient aucune conscience de ce qui se passait, ou en tout cas une connaissance relativement limitée de ce qui se passait d'un point de vue financier, et là maintenant sont au fait, c'est-à-dire qu'ils disent ah ouais tel projet j'ai mis du temps à le livrer, donc ça fait des décalages sur la facture. Donc voilà, un petit exemple alors c'est encore fait sous Excel, même si on est récemment passé sous Power BI, de ce business plan. Une fois qu'on a parlé de business plan, tout à l'heure j'ai parlé d'un indicateur qui s'appelle santé BU.
parce que quand on parle d'argent et d'objectifs commerciaux, souvent on se dit oui, mais ça va impacter les commerciaux sur leur rémunération. Et souvent, les plans de commissionnement, en fait, créent des désalignements, pour ne pas dire des divergences d'intérêts, entre certaines populations internes d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont payés, en tout cas commissionnés, pour vendre comme des bourrins telle solution, et à côté, les gars, ils n'ont pas forcément ce qu'il faut pour produire, et ça a créé des divergences au sein d'entreprises qui sont assez malsaines, et contre-productives surtout. Donc là, on s'est dit, en plus de créer ces BU qui, évidemment, créent de la convergence entre le commerce et la prod et les techs, on va aussi les aligner sur leur plan de commissionnement. Alors évidemment, un tech a une part de variable qui est moins importante qu'un commercial, parce que culturellement c'est comme ça, même si je pense que ça se discute aussi. Hein. Mais en tout cas, les techs ont un indicateur qui s'appelle Santé BU, qui dépend de la satisfaction client, de la croissance du CA et de la rentabilité. Et cet indicateur vaut pour 100% du variable des DevOps, parce que chez nous, tout le monde a du variable, et au moins 40% pour les populations commerciales. Donc, voilà, on a essayé de créer un alignement là-dessus. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Après tout ça, donc vous avez vu qu'on a beaucoup travaillé, ça s'est passé très très vite, hein. Ça a démarré grosso modo en janvier pour la première grosse grand-messe de présentation à tout l'effectif. Les séminaires de kick-off étaient en avril, donc la mise en œuvre était vraiment très très rapide. Donc là on s'est dit qu'il était vraiment urgent d'arrêter, de se poser un petit peu et d'assimiler en fait tous ces changements qui sont quand même assez forts. Donc on a laissé un temps de respiration à ces équipes avant de redémarrer quelque chose de nouveau. Vous noterez qu'on a beaucoup parlé des DevOps, des business units, et tout ce qu'on appelle les fonctions transverses, les fonctions support, la RH, la DAF, etc. Tout ça est resté tel quel, on n'est pas touché à ces éléments-là. On avait dans l'idée, peut-être plus tard, de les intégrer dedans, et puis aujourd'hui, la réflexion nous mène plutôt à dire que non, on va les laisser vraiment comme des fonctions transverses qui vont être au service des BU, même si on va multiplier le nombre de BU demain, du fait d'un nouvel événement. Alors tout à fait, Oxalide, au mois de juin 2016, donc il y a 3 mois, a rejoint le groupe Claranet. Il est un des éléments qui a convaincu Claranet dans le rachat d'Oxalide, c'est justement, j'ai envie de dire, cette audace managériale, c'est-à-dire la manière dont on s'était organisé et notre capacité aussi à changer rapidement d'organisation. Donc finalement, ce qu'on a fait à travers cette transformation est un élément positif pour Clara, qui a aussi pour ambition d'avoir une organisation tout aussi agile, j'ai envie de dire, et résiliente. Et en fait, l'objectif, c'est un petit peu d'apprendre de ce qu'on a fait d'Oxalide et essayer d'étendre à l'intérieur du groupe Claranet. Mais forcément, les échelles ne sont pas les mêmes. Je vous ai parlé de nos valeurs au début, qui était un élément très très important dans la conduite de ce projet, qui était un élément facilitateur très important. Claranet, c'est une autre entreprise qui a des valeurs qui sont similaires aux nôtres, mais qui ne sont pas non plus tout à fait les mêmes. Il y a des niveaux de maturité qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est aussi pour ça que le projet prend une autre forme, on va dire. En tout cas, la volonté politique est là. Alors, il y a des petits éléments, on va dire, un petit peu internes. Tout à l'heure, je vous disais que forcément, dans le PNL, on a demandé au BU de payer certains services, ou en tout cas d'apporter une contribution à certains services qu'elle consommait. On a un service transverse en interne à Oxalide, c'est assez rigolo, qui s'appelle la Priority Line, c'est pas tout à fait, hein, mais qui est plutôt en charge de la gestion des événements, pour ceux qui parlent utile. Et en fait, il y a eu un réflexe au début de DBU de dire oui, mais en fait, on va réinternaliser la Priority Line, on ne peut pas s'appuyer sur la Priority Line. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que finalement, quand on a mis les gens les uns en face des autres, qu'on a expliqué les réalités, y compris les réalités opérationnelles et financières, les BU se sont rendus compte que oui, en fait, la Priority Line avait du sens, elle était efficace,
et qu'on allait la conserver telle qu'elle. Tout à l'heure, j'en ai un petit peu parlé, le deuxième point, c'est la qualité de service des fonctions support. En fait, les fonctions support, qui sont souvent un petit peu reléguées dans les organisations traditionnelles qui sont dans leur propre tour d'ivoire, là, elles sont revenues au centre du débat. C'est-à-dire que les BU ont bien compris que typiquement le recrutement et le marketing et la formation, par exemple, sont des éléments qui sont super importants. Et il y a un an, j'avais des managers qui traînaient des pattes pour envoyer leurs gars en formation. Aujourd'hui, c'est eux qui vont bousculer les RH pour avoir des nouvelles formations au catalogue. Donc, les fonctions support, bien qu'elles n'aient pas été directement impactées, puisqu'elles n'ont pas été réorganisées, des fonctions support, en tout cas, la relation des fonctions support, donc DAF, RH, marketing principalement, a radicalement changé grâce à cette réorganisation, et on a un niveau de collaboration qui a juste rien à voir. Alors les équipes commerciales, tout à l'heure j'en ai un petit peu parlé, point d'attention particulier, pourquoi bon, souvent dans les entreprises, le leadership commercial peut être un peu différent du leadership que vous avez dans vos équipes de production, chez les techs. Là, ça s'est vu quand même. Je pense que c'est aussi lié, d'ailleurs je parlais des plans de commissionnement, mais forcément quand on nourrit les gens avec une certaine forme d'individualisme, il ne faut pas s'étonner de certains comportements après. Donc là, il y a eu un effort particulier à apporter sur l'accompagnement des équipes commerciales. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que les équipes commerciales, elles ont une part significative de leur rémunération qui est liée à leur performance directement, et donc il a fallu plus les rassurer que les autres. On a voulu faire aussi un petit témoignage verbatim finalement des gens qui ont participé à cette transfo. Je vous laisse les lire. Ce qui est intéressant, c'est que, notamment pour les DevOps, qui sont les gens qui produisent, la transformation est extrêmement positive. Toutes les réponses aux interviews qu'on a menées, donc on avait un chef de projet qui interviewait 2-3 personnes par semaine pour avoir les feedbacks du terrain. Et tous les retours des DevOps étaient vraiment extrêmement positifs. Vous en avez d'autres ici, notamment l'ambiance et l'entraide. Effectivement, on a réussi à créer des équipes réellement qui sont autonomes et qui s'entraident. Les commerciaux, après une phase que Maxime, qui assume totalement le choix de cette image, on est bien premier résultat sur Google, on a pris. Donc les commerciaux, comme l'a dit Maxime, après un petit temps d'adaptation, pas mal de craintes et de tâtonnements, se sont rendus compte qu'effectivement c'était bien plus efficace d'être au plus proche des gens qui font ce que nous on vend. Ça, c'est plutôt... Ce qui est assez important, c'est le rapprochement de la production et du commerce. Là, encore une fois, quand vous êtes le boss d'une boîte et qu'il y a une croissance importante, ce que vous redoutez le plus, c'est une divergence à l'intérieur de la boîte. Et la première divergence souvent qui arrive, c'est la prod et le commerce qui commencent à partir dans d'autres directions opposées. Et ce projet, ça a vraiment été un ciment entre ces deux affinités qui peuvent être des fois un petit peu différentes. Ce qui est intéressant avec les commerciaux, c'est qu'on a créé des business units, c'est assez vertical. Fort heureusement, on n'a pas créé des nouveaux silos. On a travaillé aussi en transverse. Et les commerciaux sont venus nous voir à un moment donné en nous disant oui, mais c'est dommage, si on n'est plus sur les mêmes plateaux, on va perdre un petit peu notre émulation commerciale liée à la culture, par exemple, ce genre de choses. On a dit pas de problème, on prend un espace, on l'aménage pour vous, et puis pendant les périodes où vous avez besoin, vous vous mettez tous ensemble, et vous faites du phoning, vous challengez mutuellement, etc. Donc ces phases-là qui sont importantes pour les commerciaux, on a réussi à les additionner à d'autres phases où c'est important qu'ils soient plus proches des gens de la prod. Les fonctions support ou transverse, je pense qu'on a tout dit tout à l'heure, Maxime, donc on va pas... Alors sur la prise de décision, typiquement, un des facteurs déclenchants, parce qu'il y a aussi des petites anecdotes qui viennent déclencher ce genre de projet, il y a genre un an, j'ai un commercial qui vient me voir et qui me dit « ouais, j'aimerais revendre ça ». Et là, débat interminable au CODIR sur est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire. Alors qu'on n'est pas les bonnes personnes pour prendre les décisions. Et là maintenant, dans les BU, ils peuvent prendre ce genre de décision sans même nous en parler, et on est très content qu'ils nous en parlent pas. Et forcément, ça a un impact énorme sur l'agilité. C'est-à-dire que la question qu'ils nous ont posée,
on n'a pas apporté de réponse en 6 ou 9 mois, et pendant 9 mois, il ne s'est juste rien passé. Aujourd'hui, le même type d'événement se produit, à l'intérieur de la BU, ils prennent la décision immédiatement. C'est beaucoup plus rapide. Au niveau du codir, c'est le vrai. Hein. Ouais, ça c'est le vrai codir pour le coup. Ça soulage. Alors oui, par exemple, Manu, qui est le deuxième en partant de la droite, c'est le directeur de production. Manu, tous les lundis, avait une réunion qui s'appelait SNOP, Sales and Operation Planning, où il devait synchroniser le planning des commerciaux chasse, les commerciaux élevage et la production de toute la boîte. Donc vous imaginez, c'est une réunion, genre j'ai pas envie d'y aller. Et là maintenant, ces décisions sont décentralisées au niveau des BU, et ce sont des personnes qui se connaissent, qui font partie de la même équipe, qui prennent ce genre de décision, donc ça passe crème, comme on dit. Ça libère les énergies et les initiatives, énormément. Alors certains restent à quai, donc ouais, dans une transformation comme ça, il y a des gens qui on va dire, qu'il y a une distance trop importante pour qu'ils adhèrent à ce genre de principe. Et il y a des gens qui se sont battus pendant des années pour être manager de je sais pas quoi, et quand on leur dit, bon ben maintenant, ça change, les principes d'organisation, ils préfèrent partir, et à la limite, c'est pas un mal, parce que je pense qu'il va encore rester beaucoup d'entreprises organisées, on va dire, traditionnellement, donc ils peuvent s'épanouir là-bas. Et donc oui, il y a des gens qui partent. On n'a pas précisé, mais évidemment, on a accompagné aussi le CODIR dans la transformation de mindset, notamment sur le leadership agile. Donc on a mis en place des formations, du coaching individuel pour accompagner tous ces gens-là à embrasser finalement la vision globale de cette nouvelle organisation. Et puis mes équipes ont remonté aussi pas mal de choses. On a des états d'esprit qui changent. On a cette notion d'entrepreneur en fait. Voilà, les business units qui sont des équipes autonomes et auto-organisées. On a créé des petites startups à l'intérieur de la boîte et on a une vraie émulation derrière par rapport aux toutes les techniques qui sont mises en œuvre derrière. Et puis on s'est beaucoup appuyé sur des ambassadeurs à l'intérieur de l'organisation en tant que consultant externe, parce qu'effectivement c'est intéressant toujours d'avoir l'avis de quelqu'un d'extérieur, mais on a besoin de s'appuyer sur des relations pour que ça soit vraiment... Voilà, on vous remercie. On a dépassé un tout petit peu de temps, mais on a quand même un petit peu de temps pour quelques questions. Lia Benché, je suis coach agile. Ma première question, le moment où on cherche d'aller vers des entreprises libérées, entre guillemets, je sais que vous n'aimez pas le terme, c'est qu'on cherche aussi l'innovation. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre cible ou pas? Et après, dans les buts, j'ai l'impression que c'est un fonctionnement encore en silo. Il y a les buts, juste vous avez rajouté un commercial avec les DevOps. Alors, première question sur l'innovation. Alors sur l'innovation, en fait, on est surtout allé chercher finalement de l'agilité, c'est une forme d'innovation, je pense, c'est-à-dire d'être en capacité d'accepter rapidement une nouvelle solution, par exemple, de l'intégrer à notre catalogue. Donc lui, on allait chercher l'innovation, mais pas forcément, on va dire, de la R&D interne. Sur la partie R&D interne, ça c'est un sujet qu'on n'a pas traité dans la première phase du projet. Et on sait très bien que c'est un sujet qu'il faut qu'on traite aussi. Dans certains slides, au tout début, il y avait un élément qui s'appelait Team CAD, qui fait pas mal d'innovation chez nous. La direction technique aussi fait de l'innovation. On ne l'a pas traité dans cette première phase du projet, comment on réorganise nos équipes sur la partie innovation. C'est sur l'organisation transverse, donc évidemment on a utilisé les termes qui sont issus un peu de Spotify, chapter, guide, tous ces éléments-là ont été mis en œuvre, notamment le chapter commerce, le chapter DevOps, et puis après des guides sur des thématiques tech qui sont très fortes pour le très importantes pour le développement de l'entreprise.